Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. L'élection des membres des conseils de cercle et de région couplés avec les communales partielles se tiendront le 17 décembre prochain. Il en sera question au cours de ce forum. La toute première opération conduite par la force antiterroriste G5 Sahel s'achève demain. On parlera d'insécurité au nord et au centre du pays et il sera question aussi de la grève de la faim des co-détenus d'Amadou Aya Sanogo toujours en cours. Alors nos invités, Lamfia Sinaba de l'Éveil Hebdo, Yeya Tangdina de l'ORTM Tombouctou, Bruno Segbeji de Mali Horizon, Yuba Konate, Zénith Balé, je suis Alio Sidibé. Salutations confraternelles, bienvenue à vous tous. Le grand dialogue. Le 17 décembre prochain se tiendront les élections communales partielles dans 59 communes où le vote n'a pas pu se tenir en novembre 2016. Ces élections seront couplées avec celles des conseils de cercle et de région. Seules les régions de Menaka et de Taoudeni nouvellement créées ne participeront pas à ces scrutins. Alors nous allons écouter l'intervention du ministère en charge de l'organisation de ces élections. Aujourd'hui, on est à l'étape de la gestion des candidatures, c'est-à-dire les candidatures déposées au niveau des 3 scrutins qui sont prévus le 17 décembre, les communales partielles, les conseils de cercle et les conseils régionaux. Aujourd'hui, on est en train d'enregistrer les candidatures déposées auprès des différents préfets. Alors, on est en train de faire une compilation afin d'avancer aux autres étapes. Cette étape se termine par la conception de la validation des maquettes et des bulletins de vote. Très important pour l'implication des partis politiques. À la fin de cette étape, les partis politiques doivent s'intéresser pour regarder un peu conformément aux candidatures déposées dans les différentes circonscriptions, si les logos et les couleurs sont correctement portés et dans la position qu'il faut. Il n'y a pas de difficulté insurmontable sur le terrain pour le moment. On sait en ce moment qu'il y a des déplacés qui ne sont pas dans leurs zones respectives. Comment leurs cas seront pris en compte? Il n'y a pas de gestion spécifique en ce qui concerne les cas des déplacés et des réfugiés. Ils sont inscrits chacun dans son village d'origine. Autre, nous enregistrons chaque semaine le retour des réfugiés déplacés. On a une citation hebdomadaire communiquée par le préfet pour nous faire l'état de retour des réfugiés par commune et par circonscription. Donc tous ceux qui sont en besoin de voter voteront soit dans leur lieu d'accueil actuellement, soit peuvent aller voter dans leur village d'origine. C'est-à-dire pour le lieu d'accueil, s'ils avaient déjà fait un transfert avant cette élection. Bruno Segbeji, alors pourquoi le gouvernement voudrait-il organiser les élections sans avoir résolu les questions liées à l'insécurité et au retour des réfugiés? Bon, disons que le discours officiel, c'est de se dire que la crise est arrivée à un moment où on n'est plus sûr de s'en sortir plus que la situation actuelle. C'est-à-dire que nous avons entendu cette formule-là qui a défrayé la chronique, l'insécurité résiduelle. Donc on estime plus ou moins que si il faut reporter les élections pour que la situation sécuritaire s'améliore, on risque de ne pas pouvoir tenir. Je ne suis pas très défendre le gouvernement, mais c'est le discours officiel qui est tenu. Donc je crois que ça sera plus ou moins une élection où certaines zones ne seront pas concernées parce qu'il y a des réticences. Il y a la CMA qui a émis un certain nombre de réserves, mais ce ne sera pas des élections satisfaisantes sur les zones concernées. Oui, Lamfia Sinaba, selon vous, pourquoi le gouvernement quand même tient coûte que coûte à organiser ces élections à un moment où la question liée à l'insécurité et au retour des réfugiés n'a pas trouvé encore une solution? Certainement pour prouver sa bonne foi d'aller aux élections, parce que moi, en analysant la situation, je me dis que si on ne va pas à ces élections-là, nous sommes à une phase assez critique, pour ne pas dire très critique, parce qu'on est pratiquement à 1 an des élections. Maintenant, si on reporte une fois de plus ces élections-là pour des raisons d'insécurité, est-ce que ça ne va pas avoir des répercussions sur les élections présidentielles, étant entendu que il y a certaines zones dans lesquelles les élections
municipales n'ont pas pu se tenir. Qu'est-ce qu'on a fait entre-temps pour que la situation puisse s'améliorer? Donc je me dis qu'on ne doit pas indéfiniment entendre et reporter, parce que c'est un jeu auquel il faudrait extrêmement attention. Et je pense que Bruno l'a dit tantôt, il y a quelques jours, quelques semaines, la CEMA a émis des réserves. Mais moi, je pense que quelque part, il appartient aussi à la CEMA de mettre le moins, de faire le paquet, comme on le dit, pour qu'on puisse aller à ces élections-là. Parce que lorsqu'on critique le gouvernement par rapport à la situation sécuritaire, très souvent, l'argument qu'on brandit, c'est que et l'installation des autorités intérimaires et que l'État, à travers ces autorités intérimaires-là, est présent partout. Donc moi, je pense qu'à ce niveau, il appartient plutôt à la CEMA de créer les conditions pour qu'on puisse aller à ces élections-là au lieu de les reporter. Ça ne va pas être facile, mais je pense que nous devons nous inscrire dans cette logique-là. Parce que l'inconvénient, je le dis une fois de plus, c'est de ne pas penser que si on reporte ces élections, que ça ne puisse pas donner l'opportunité à d'autres de dire qu'on reporte aussi pour les élections présidentielles. Surtout que depuis quelques jours, il y a certaines langues qui commencent à délire en disant qu'il faut aller à une transition en 2018. Dans quelles conditions on va signer cette transition-là? Mais en fait, la vérité, c'est qu'aucune partie n'est prête. La CEMA dit qu'elle s'oppose à l'élection en tant que telle maintenant. Et la plateforme, même l'opposition et la majorité présidentielle, parce que la majorité présidentielle pense qu'ils vont aller à l'élection par devoir. Alors, mais à ce niveau, je ne parle pas d'abord pour des groupes armés, mais les partis politiques sont en train de s'organiser. C'est ce que je ne comprends pas aussi. Oui, mais il ne faut pas vouloir ne pas aller aux élections et se mettre dans une logique de les préparer. Et en ce qui concerne les groupes armés, je pense qu'il est aussi de leur responsabilité en tant que signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation de s'impliquer pour qu'on puisse sortir de cette situation. Ok. Alors, Monsieur Konaté Youba, alors d'après vous, pourquoi le gouvernement quand même tient coûte que coûte à aller à ces élections-là, étant donné que la question cruciale quand même de l'insécurité et du retour des réfugiés, parce que ça a été toujours reproché quand même pendant les élections précédentes. Merci Sidibé de me permettre de donner mon point de vue. Effectivement, mes confrères l'ont déjà abordé, et c'est l'existence de l'État même qui est mis en jeu. Parce que si jamais on ne partait pas à ces élections-là en ces temps-ci, et vous avez le confrère Sinaba l'a évoqué, déjà l'élection présidentielle de 2018 est en ligne de mire, forcément. Et tout le monde sait aujourd'hui la situation, puisque conformément aux réformes politiques qui sont en cours, tenir ces élections régionales-là, puisqu'il faut rappeler que ces élections régionales sont une première dans la République, dans notre pays. Il s'agit donc de tenir cette réforme politique-là dans la perspective de la déni de l'élection présidentielle de 2018, puisque déjà certaines voix commencent à revendiquer une transition politique. Et il y a plus d'1 an, n'est-ce pas, quand vous vous rappelez un peu de bras de fer qui a existé pour ce qui est de la réforme constitutionnelle déjà, certains ténors de la majorité présidentielle avaient soupçonné les opposants à la réforme constitutionnelle de vouloir traîner le pays vers une transition politique. Donc, vous comprenez que tout ça est en ligne de mire et il s'agit même de l'existence de notre pays, de l'État en tant que tel qui est en jeu. Parce que si, déjà, vous vous rappelez que dans un certain nombre de circonscriptions, les élections municipales n'avaient pas pu se tenir. C'est pourquoi il faut coupler ces élections municipales-là à ces élections régionales pour pouvoir tenir et voir les régions, les circonscriptions qui vont pouvoir tenir les leurs. C'est sûr que même une fois de plus, même encore cette fois-là, toutes ces circonscriptions ne vont pas pouvoir tenir l'élection, mais c'est sûr que le taux va s'améliorer. Donc c'est dans cette dynamique-là que s'inscrit le gouvernement, n'est-ce pas, et faire en sorte qu'avec les moyens de bord, pour pouvoir faire de temps à autre que les municipalités soient dotées d'élus et que le pays fonctionne tant que mal, en dépit de la situation sécuritaire qui est très déplorable sur le terrain et qui se dégrade de jour en jour. C'est ce qui explique un peu aussi l'entêtement de l'État à aller vers ça. Parce que si on doit attendre la fin de l'insécurité pour aller à ces élections-là, peut-être qu'on va attendre longtemps. Donc... Il y a un aspect aussi qui peut susciter le débat. Récemment, dans la presse, au cours de cette semaine-là, j'ai lu qu'il y a eu le passage des témoins entre Belko Omeni, président de l'Assemblée régionale de Kidal, et Hassan Fagaka, le président de l'autorité intérimaire de Kidal. Je me dis peut-être que, parce qu'une fois que ces
des autorités au niveau régional seront installées, quel sera le sort des autorités intérieures? Peut-être, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de faire traîner les choses? En tout cas, le débat est là et je pense que la question a sa raison d'être, l'interrogation. Ok, Bruno, vous voulez réagir? Je voudrais ajouter quelque chose, c'est le fait que, d'abord, ces élections de proximité-là entrent dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Il ne faut pas l'oublier, parce que l'accord a stigmatisé, a mis l'accent particulièrement sur le concept de la décentralisation poussée. Donc, le gouvernement se trouve être dans une situation du serpent qui se mord la queue. On l'accuse, la communauté internationale l'accuse de traîner les pas dans la mise en œuvre de l'accord. Or, une étape décisive, c'est de consacrer cette décentralisation poussée à travers ces élections-là. En même temps, les conditions sécuritaires sur le terrain permettant ces élections-là ne sont pas tout à fait favorables. Ça, on ne peut pas se leurrer là-dessus. Hier seulement, ou hier, à l'Assemblée nationale, le chef de la MINUSMA, Mohamed Saleh Anadif, tapait quasiment du poing sur la table en disant que il n'y a plus d'administration, il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de sous-préfet. À quoi servent les autorités intérimaires? Les routes ne sont pas sécurisées dans ce pays, mais nous devons aller à ces élections. Et il y a des acteurs majeurs qui sont réticents par rapport à ces élections. En même temps, on est dans un cafouillage. Faut-il y aller? Ne faut-il pas y aller? Mais si on y allait, ça donnerait l'impression à l'opinion nationale et internationale que l'État existe, l'État se renforce, parce que c'est un pouvoir régalien de l'État que d'aller à ces élections. On ne peut que prier pour que ces élections soient les moins contestables, soient le plus possible tenues dans une zone plus large que celle où la CEMA s'y opposerait, quoi. Ok. Alors, Yaya Tandina, comment vous voyez quand même les élections se dérouler dans ces conditions-ci où on voit que la question liée à l'insécurité et au retour des réfugiés n'est pas encore réglée? Bon, d'abord, clin d'œil, les copains qui m'ont précédé. Donc, moi, je dirais que la volonté d'aller aux élections n'est qu'une intention politique de l'État. Sinon, aujourd'hui, on sait que sur le terrain, il n'est pas du tout propice de tenir des élections. La première des conditions, c'est d'abord la représentativité de l'État. Imaginez pour un cercle de Gundam où nous avons 16 communes, 2 seulement sont entre les mains de l'État, les 14 autres l'échappent. Le cercle de Tombouctou, qui est le plus petit cercle, l'État ne maîtrise pas 3 cercles où nous n'avons aucun symbole de l'État. Alors que c'est l'État qui organise ces élections. Dans quelles conditions l'État va organiser ces élections? Dans quelles conditions on va acheminer les agents électoraux? J'ai dit que c'est impossible parce qu'on a vu tout récemment avec la venue du Premier ministre. Il a suffi qu'une mine saute pour qu'il y ait report. Et dans ces conditions, on ne peut pas aujourd'hui pousser les fonctionnaires de l'État à aller sur un terrain qui n'est pas favorable à eux. Donc ça, pour moi, c'est une des raisons si on ne veut pas sacrifier les Maliens. L'autre raison, c'est qu'aujourd'hui, quand on lit le retour des réfugiés à ces élections, c'est que nous devons comprendre que la mise en place des autorités intérimaires avait pour mission principale d'accélérer le retour des services sociaux de base, mais aussi le retour de ces réfugiés, cibler les sites et pour ensuite, en concertation avec l'État, continuer à créer les conditions d'accueil. Malheureusement, depuis que ces autorités intérimaires ont été installées, elles n'ont même pas travaillé, elles n'ont même pas eu les moyens de travailler, donc elles sont restées comme ça. Pour moi, il y a vraiment problème. Je crois qu'on devrait revoir. Aujourd'hui, si vous prenez la région de Tombouctou, je vous dis franchement, les groupes qui maîtrisent aujourd'hui ont fait déjà des mises au point. C'est-à-dire, en plus des réserves de la CIEMA, vous avez le CGA et le MSA aussi qui se sont prononcés. Le terrain n'est pas favorable. Je crois qu'il ne faut pas sacrifier les Maliens à cause des élections ou bien pour faire plaisir à la communauté internationale. Pour le moment, essayons de régler la question de sécurité. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour sur ce plateau avec ce numéro du Forum de la presse avec nos confrères Lamfia Sinaba de l'Éveil Hebdo, Yaya Tandina de l'ORTM Tombouctou, Bruno Segbeji de Mali Horizon et Yuba Konaté de Zénith Balé.
La toute première opération conduite par la force antiterroriste G5 Sahel s'achève demain samedi. Cette vaste opération de contrôle des zones réunit des soldats burkinabés, nigériens, maliens et des éléments de la force Barkhane. Pendant qu'elle se déroule, une série d'attaques récentes au Mali a été perpétrée et revendiquée par l'alliance djihadiste du Sahel dénommée Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ces attaques perpétrées dans le centre et le nord du pays avaient fait une dizaine de morts, dont des civils. Alors, nous allons suivre cet enrobé de la rédaction du studio Tamani. Débutée le 27 octobre dernier, l'opération Haoubi se termine dans la zone reliant Ansongo au Mali et Dori au Burkina Faso. Elle a mobilisé près de 950 militaires du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la France. Hier mercredi, les différentes forces armées sont parvenues à effectuer leur jonction dans la zone dite des trois frontières. Toutes les troupes sont coordonnées depuis le poste de commandement de Niamey au Niger. À ce stade, aucun terroriste n'a été arrêté. Cependant, le ministre nigérien de la Défense se dit satisfait de cette première opération de la force G5 Sahel. Ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est que ces forces sont à mesure de se mettre ensemble pour sécuriser l'espace commun Burkina, Niger, Mali et ainsi d'ailleurs que l'espace plus désaxé de la Mauritanie et du Tchad. C'est ça l'objectif de cette force conjointe que nous avons créée et nous avons tout espoir, en tout cas à partir des signes que nous avons vus, nous avons tout espoir que cette force est effectivement adaptée au type de menaces qui frappent la région et qu'elle sera efficace à protéger nos territoires. Pour la force Barkhane, la toute première mission de la force G5 Sahel annonce déjà des suites prometteuses. Général Bruno Gibert, commandant de la force française Barkhane. Mais ce que j'observe, c'est que de plus en plus et de plus en plus rapidement, les armées du G5 s'organisent, répondent à leurs propres besoins. Et effectivement, nous avons vocation à disparaître progressivement du paysage et à ce qu'ils prennent leur totale autonomie. N'oublions pas qu'il y a 4 mois, on déclarait tout simplement qu'il y aurait un jour peut-être une force conjointe et 4 mois après, il y a donc cette première opération OBI qui a eu lieu dans la zone des trois frontières. Je recommande quand même une certaine prudence pour cette opération OBI qui n'est toujours pas finie. Il y a toute la phase de désengagement et je pense qu'il faut rester vigilant et prudent jusqu'au bout. Selon le général malien Didier Dako, commandant de la force G5 Sahel, plusieurs enseignements sont à tirer de cette première opération. Il y a beaucoup de difficultés qui sont apparues, des difficultés de coordination, les moyens de communication à parfaire encore et les délais de mise en place à revoir pour que les prochaines opérations soient mieux conduites. Par ailleurs, au Sahel, l'aide française au développement va sensiblement augmenter. Cette aide va gonfler de plus d'un tiers. La France alloue actuellement près de 390 milliards de francs CFA à l'appui au développement et plus de 130 milliards de non-francs supplémentaires viendraient donc s'y ajouter. L'enveloppe concernera l'agriculture, l'énergie, l'éducation ou encore la formation professionnelle. Ok, le mot-clé c'est l'insécurité qui pose problème à l'organisation des élections et c'est cette insécurité qui, si vous suivez l'actualité au cours de la semaine, ça atteignait les notabilités, mais qui touche cette fois-ci même les hautes autorités. Alors, Youba Konaté, comment est-ce que vous expliquez cette nouvelle phase quand même de l'insécurité qui est bien organisée et qui va jusqu'à toucher les plus hautes autorités de notre pays? Ok, merci. Et tout le monde aura compris que nous sommes dans une sorte de course contre la montre. Et c'est sûr que du côté des pays agressés, donc notamment les 5 pays du G5 Sahel, la force conjointe se met en place, c'est pour attaquer les terroristes. Donc, les terroristes aussi sont dans la dynamique de la riposte. C'est ce qui explique un peu la recrudescence de la violence dans la zone pour montrer une fois de plus leur détermination à combattre et à ne pas se laisser faire. Donc on aura compris aussi la volonté ou l'initiative prise par le gouvernement malien d'effectuer à travers le Premier ministre une visite
le delta intérieur a aussi galvanisé un peu l'ardeur de ces forces du mal, parce que ça fait un bout de temps quand même qu'une autorité d'un si grand niveau, le Premier ministre n'avait pas été dans cette zone-là. Donc cela est de nature bien sûr à susciter un peu l'espoir des populations. Donc c'est toute cette dynamique-là qu'il fallait casser. Lors de la visite du Premier ministre, ils ont fait entendre parler d'eux. Voilà, justement, c'est ça, justement. Parce qu'au moment où tout le monde est un peu dans son rôle, si je peux le dire ainsi, le gouvernement malien est en train d'asseoir et dire que l'État est présent, susciter l'espoir des populations. Et de leur côté, c'est dire non, il s'agit de casser la dynamique et de dire nous sommes présents et on va continuer à faire mal à ces pays. N'est-ce pas? Ils sont dans chacun un peu dans son rôle, quoi. Très bien. Lamfia Sinaba, comment vous expliquez quand même cette phase d'insécurité qui va jusqu'à toucher quand même les plus hautes autorités de ces pays? Il y a quelques jours, il y a un homme politique, un opposant, disait qu'aucun d'entre eux ne peut aller chez lui, dans le centre du pays. C'était le président du Amadou Ndiko. Je pense que de l'autre côté du gouvernement, on a pris cela comme étant parole d'opposant. Mais c'est une réelle menace qui est là. Tantôt, on parlait de la tenue des élections. Je suis pour la tenue des élections. Cependant, je ne minimise pas pour autant la question d'insécurité. Et je pense que quelque part, nos autorités, c'est vrai, on me dira nos autorités font des efforts, mais j'ai l'impression qu'on ne tient pas totalement compte de la nature de la menace qui est là. Parce que qu'est-ce qu'on constate? On les sent surtout lorsqu'il y a une attaque, soit ils viennent pour répliquer, soit pour constater les dégâts. Et il y a un discours qui est là, qui est à mon avis malsain. L'autre jour, le ministre de la Défense, lorsque nos confrères de l'OTAN lui ont demandé, il leur a fait savoir que la visite leur a permis de savoir que, contrairement à ce que l'on dit, la situation n'est pas aussi que ça. Mais ce n'est pas juste. Pour ne pas dire que c'est faux. La situation elle est suffisamment détériorée pour qu'on imagine d'autres solutions. Parce que jusqu'à présent, si ça ne va pas, c'est que les solutions apportées ne sont pas à la hauteur. Mais comment vous expliquez ça? Parce qu'il y a eu tellement de renforts dans le domaine de la sécurité au Mali maintenant. Est-ce à dire que tout ce qui a été fait jusque-là n'est pas adapté? Logiquement, c'est ça. Logiquement, c'est ça. Ok, Bruno Sebedji. Donc, quelque part, il faudrait qu'il y ait un leadership qui puisse s'affirmer. Très bien. Alors, Bruno Sebedji, vous voyez que les opérations de la force G5 Sahel commencent et en moins d'une semaine, ils font parler ces terroristes, ces djihadistes, ils font parler d'eux quand même dans la zone même qui est concernée. Alors, comment vous expliquez ça? Bon, il faut dire que c'est vraiment un combat contre l'hydre, parce que le tout sécuritaire n'a jamais porté, ne portera pas le tout sécuritaire, parce que c'est des populations, on n'a pas besoin d'être expert pour savoir que c'est des zones assez déshéritées, si on peut le dire ainsi, des zones assez pauvres, et donc ça, c'est le terreau fertile à l'extrémisme. Donc des jeunes sont enrôlés et sont embarqués dans ces choses-là. Donc plus on les combat, plus ils trouvent, avec la donne symétrique, ils trouvent un terrain. Vous voyez que 950 militaires du Mali, du Burkina et du Niger se déploient vers la zone de 3 frontières, vers Ansongo et autres là. Et à Soumpi, on a interdit au Premier ministre d'atterrir. Le Premier ministre a dû décaler, a dû revoir son programme de vol. Avant cela, Abdraman Niang de la Haute Cour de justice a failli mourir. Je crois qu'il faut que nos gouvernants revoient même la stratégie de lutter contre cette crise-là, cette crise sécuritaire-là, en proposant autre chose que... C'est vrai, on va équiper les G5 Sahel, mais en se déployant, on va faire le combat du vase communicant. En appuyant de l'autre côté, il y a des dégâts qui se font à l'autre bout du monde, le Mali étant très vaste. Donc, en plus de la donne sécuritaire, les terroristes étant très mouvants,
très mobiles à moto et autres. Il faut proposer autre stratégie. Il faut que les experts en matière de défense, en matière de lutte contre la sécurité voient autre chose. Sinon, on ne s'en sortira pas. Il faut véritablement être sceptique. Mais est-ce à dire qu'est-ce que le Mali doit faire concrètement quand même pour pouvoir gagner cette guerre asymétrique? Je ne suis pas spécialiste en matière de défense, mais combien d'experts de Barkhane sont là? Combien d'experts conseillers techniques du ministère français de la Défense sont aux côtés de nos officiers supérieurs? Et combien de gens de l'amunissement sont là? Ils doivent pouvoir proposer une méthode de quadrillage du territoire pour que même le G5 Sahel, qui a d'ailleurs des difficultés de financement, ne se contente pas de faire groupe ensemble pour aller dans une zone et on laisse tout un boulevard derrière. Et on ne pourra pas s'en sortir de cette façon. En plus de ça, en matière de création d'emplois, en matière de système de maraîchage, de prise en charge des jeunes, etc., j'ai comme l'impression que certains jeunes sont récupérés par ces djihadistes, ces extrémistes, ces illuminés, ces criminels proches de Koufa parce qu'ils sont désœuvrés, ils n'ont rien à faire. Et ils se disent que le système étatique étant injuste, eh bien, nous allons nous chercher, quitte à aller vers la mort. Les voilà qui sont dans des kamikazes et autres. Donc, en plus de lutter contre la chose, il faut proposer d'autres solutions au plan économique, au plan prise en charge, au plan développement, pour calmer les gens, pour pouvoir les désengager, en plus du système de DDR qui traîne, pour que je crois que ça pourrait aller mieux que de se battre sous tous les cieux pour le G5 et puis on laisse des boulevards, on laisse des choses. Ok. Yuba, vous avez une réaction? Je voulais juste préciser qu'il y a un vaste volet quand même qui est consacré au développement économique et surtout à l'emploi des jeunes. Et j'ai cru comprendre que l'essentiel même des financements allemands vont dans ce domaine-là. Ce n'est pas vraiment sur le volet militaire. Les Allemands ils consacrent l'essentiel de leur financement à la réhabilitation des populations et surtout au volet socio-économique, puisque vraiment tout le monde a compris que si on ne prend pas en charge cette spécificité, n'est-ce pas, de lutte contre la pauvreté et d'insertion de ces populations-là, c'est sûr qu'on ne va arriver à rien. Mais en prenant ça en compte aussi, si de façon militaire nous n'avons pas de répondant, c'est sûr qu'on n'arrivera à rien aussi. Les deux vont ensemble. Il faut avoir du répondant militaire et aussi développer le parallèle par rapport à l'insertion socio-économique de ces populations jeunes. Okay. Alors, Yaya Tandine, vous voyez que les premières opérations du G5 Sahel vont terminer, ils vont prendre fin demain d'ailleurs. Donc, vraiment comme résultat vraiment éclatant, on n'en a pas encore vu jusque-là. Alors, comment vous voyez quand même des élections, l'organisation des élections quand même dans des zones sensibles comme le centre et le nord du Mali? Oui, c'est difficile. Moi, j'ai jamais apprécié la mise en place même de G5 parce que j'avais toujours dit que ce n'est qu'une force de plus. Et quand on sait déjà que c'est les mêmes pays, c'est les mêmes armements, peut-être pas les mêmes financements, mais à force de reconnaître aujourd'hui le plus grand problème du Delta central, ça vient du Ouattara. Donc c'est à la frontière de la Mauritanie. Mais où est la Mauritanie dans tout ça? Au lieu que les opérations commencent par là, au même moment, vous avez vu comment les djihadistes ont adopté une nouvelle stratégie. Pendant qu'on lance l'opération, au même moment, on attaque 2 commissariats à la frontière du Burkina Faso. 2 checkpoints sont attaqués également au niveau de Bourem. C'est pour montrer qu'ils sont toujours présents dans ces zones. Et en plus, par rapport à ces élections, moi je dirais que j'avais déjà donné mon point de vue. J'ai dit que c'est difficile de tenir des élections dans ces conditions pareilles. Mais maintenant, comment contrer la lutte contre le terrorisme? Moi, j'ai dit d'abord, il ne s'agit pas tout de suite de faire des convois. Vous voyez, les grands pays, les pays européens qui en ont déjà l'expérience, ne vont jamais aligner des militaires dans un convoi. Ça, on devrait l'arrêter de faire et voir quelle est la stratégie qu'il faut adopter, même si il faut intégrer quand même ces islamistes, il faut le faire d'une façon ou d'une autre, mais aller en convoi, ce ne serait jamais la solution. Et vous avez vu aujourd'hui, ces islamistes sont en train de gagner la confiance des populations parce qu'ils ont joué de la faiblesse de l'État. Lorsque l'État ne parvient pas à lutter contre le petit banditisme, parce que ces bandits empêchent aux populations de se mouvoir. Donc, qu'est-ce que font actuellement ces islamistes? Ils essaient de traquer ces bandits.
Et tout récemment, on a arrêté des bandits et auxquels on a amputé des mains. Ça continue. Ça pousse les populations à comprendre que leur bonheur, parce qu'aujourd'hui, les populations n'ont aucune ambition que de recouvrer leur sécurité. Et c'est ce qui manque. Donc, vous voyez un peu, si l'État peut trouver une autre formule, ou bien si ces États peuvent trouver une autre formule, ils peuvent gagner la guerre contre le terrorisme. Sinon, je vois mal à fortiori organiser des élections. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour sur ce plateau pour la troisième et dernière partie avec nos invités, Lamfia Sinaba de l'Éveil Hebdo, Yeya Tandina de l'ORTM Tombouctou, Bruno Segbedji de Mali Horizon et Yuba Konaté de Zénith Balé. Alors, 17 militaires ont entamé une grève de la faim lundi dernier afin de demander à être jugés dans l'affaire de l'assassinat en 2013 de 21 bérets rouges retrouvés dans un charnier près de Bamako. Le procès reporté en décembre 2016 peine à reprendre. Et pour dénoncer cette lenteur et l'expiration du délai légal de détention préventive, les épouses des détenus exigent aux autorités de juger ou de libérer leurs maris. Alors, les dernières nouvelles de cette grève de la faim avec Mariam Maïga. Après 3 jours de grève de la faim, l'adjudant-chef Ousseini Diarra a dû être évacué à l'hôpital du Point G mercredi soir. Ses proches confirment que son état a nécessité une intervention chirurgicale. Hier jeudi, il a cependant été ramené au camp 1 de la gendarmerie de Bamako. Pour soutenir les grévistes, leurs épouses s'activent dans une campagne de dénonciation. Depuis le début de la semaine, elles se mobilisent pour attirer l'attention sur le sort réservé à leurs époux. Rencontres avec les médias, les ambassades à Bamako, les associations de défense des droits de l'homme. La bataille de l'opinion est ainsi engagée. Du côté des avocats des détenus, c'est plutôt le silence. Certains consentent juste à révéler que tous les détenus ne sont pas concernés par cette grève de la faim. La complicité du dossier où les chefs d'accusation sont différents d'un détenu à un autre explique cette situation. Yuba Konaté, du début de la grève à nos jours, qu'est-ce qui a bougé jusque-là? Apparemment, rien n'a bougé. Sauf que l'opinion est alertée. Maintenant, je ne dirais pas que les proches, les familles des détenus soient dans leur rôle, mais il serait intéressant qu'on communique, que les pouvoirs publics communiquent sur la situation de ces détenus. Parce que si les délais légaux de prévention, de détention préventive sont dépassés, il faut qu'on juge ces individus qui sont appréhendés pour des faits très précis. Maintenant, on avait à un moment donné parlé de reconstitution par rapport à de preuves matérielles. Je pense qu'on doit faire le point aujourd'hui et dire ce qu'il en est, parce qu'on ne peut pas indéfiniment détenir des gens, ils ne sont pas présentés au juge, on ne sait pas ce qui se passe. Mais parce sur ce même plateau, il y a des spécialistes de la justice qui sont passés et qui ont donné la précision comme quoi le délai de détention, là, ça c'est dans la phase de l'instruction. Oui. Et à partir du moment où le jugement a commencé, qu'on ne peut plus parler de délai de détention. Si tel est le cas, c'est ce qu'il faut brandir maintenant aux parents, parce que à ce niveau, c'est l'information qui prime, parce que beaucoup de citoyens lambda aujourd'hui sont dans cette disposition-là, dire que c'est des gens quand même qui sont détenus, et la complexité de ces dossiers fait que ces procès est beaucoup attendu. Autant, n'est-ce pas, beaucoup de Maliens n'ont pas apprécié que les 21 bureaux rouges soient exécutés de la sorte, autant ils veulent savoir ce qui s'est passé, parce qu'il ne suffit pas de prendre les gens et de désigner, parce que jusque-là, ils ont la présomption d'innocence. Donc, il faudrait qu'on passe au jugement et que l'on sache véritablement. Et les uns et les autres ne sont pas au même niveau de responsabilité. Parmi les 21 détenus, c'est sûr que certains sont plus enfoncés que d'autres. Donc, c'est un jugement qui va permettre... Justement, on a remarqué que Sanogo lui-même en personne, il n'observe pas la grève de la faim. Ça en dit long donc sur les divergences. Est-ce à dire que Sanogo est dans des conditions de détention quand même vraiment un peu plus léger que par rapport à ses autres compagnons qui sont en train d'observer la grève de la faim? Non, moi je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment peut-être la stratégie de lutte, parce que tout le monde, ce que j'ai compris de l'annonce, ou du moins des témoignages donnés par les familles des détenus,
Et je pense que tout le monde n'a pas été dans cette dynamique de grève de la faim pour réclamation. Et j'ai même cru comprendre que certains n'avaient pas approuvé cette manière de faire. Donc c'est peut-être ce qui explique la retenue du général de Sanogo par rapport à cette grève-là. Ok. Lafia Sinaba, est-ce que vous avez appris quelque chose à bouger pendant tout ce temps et du début de la grève jusqu'à nos jours? À ma connaissance, non. Mais il va parler de quelque chose tout de suite par rapport à la situation de Sanogo. Je ne sais pas s'il y a un deal, sinon en la matière, c'est vrai, même à Sikasso, ça a été dit, les stratégies de défense ne sont pas les mêmes d'après les avocats parce qu'ils sont dans des situations différentes. Mais je pense que dans de pareilles circonstances, la solidarité doit être de mise. Maintenant, indépendamment de cet aspect, moi, je pense que c'est une initiative qui est à saluer parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est des prévenus et non des détenus et des condamnés parce qu'il y a toujours cette présomption d'innocence qui est là. Donc, il faudrait qu'ils soient jugés. Et si c'est les détenus eux-mêmes qui demandent à être jugés, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, de l'autre côté, ce qu'on peut se poser comme question, c'est de savoir pourquoi les autorités cherchent à traîner les pas. Mais selon vous, est-ce qu'il y a des raisons politiques derrière ce cas de jugement quand même? C'est possible. C'est possible dans la mesure où, quand on regarde le pouvoir actuel, ses liens par le passé avec la junte militaire, on peut prétendre parler ainsi. Mais pour être sûr, je pense qu'il est bon qu'on aille à ce procès. Et on avait parlé de revoir, on avait demandé de revoir l'expertise. Je pense que le temps qui avait été donné était suffisamment, en tout cas ceux-là qui ont donné pensaient que c'était suffisamment normal, suffisamment légal, compréhensible pour qu'on puisse aboutir aux résultats. Mais malheureusement, ça traîne encore. Donc ça peut, s'il y a des situations comme ça, les gens sont libres, chacun peut penser à sa façon. S'il n'y a pas un deal quelque part. Ok. Alors, Yaya Tandina, selon vous, le fait que Sanogo lui-même il ne participe pas quand même à cette grève de la faim, et on a appris aussi que Konaré aussi ne fait pas partie. Alors, est-ce à dire que certains sont dans de meilleures conditions que d'autres parmi ces détenus-là? Bon, moi, je ne pense pas que c'est le cas, mais je dirais tout simplement que c'est la bravoure de certains détenus. Ils veulent manifester, quand même, montrer la lenteur de notre justice. Moi, je ne peux pas comprendre de 2013 à nos jours qu'on entend toujours des preuves pour juger des accusés. Et je crois qu'aujourd'hui, on devrait tout avoir pour pouvoir soit libérer ces gens ou les maintenir. En tout cas, mettre nos familles des positions. Parce que si nous savons que, si ces familles savent déjà que leurs maris sont condamnés à rester en prison, des dispositions allaient être prises et prendre des dispositions éventuelles pour les prise en charge à la maison de détention. Et ensuite, j'ai dit, nous continuons à créer encore d'autres mécontents pour le pays. Parce que tant que la justice ne fait pas son travail normalement, je crois que ça va créer des fascistes au niveau de la prison. Et quand ces gens-là sont libérés, tôt ou tard, eux-mêmes feront face à la nation. Je crois qu'on devrait éviter tout ça. Mais le fait que Sanogo n'a pas agi, j'ai moins d'informations s'il a observé la grève de faim comme ses compagnons ou pas. Franchement, oui, nous étions en contact avec son avocat et il a affirmé que Sanogo ne fait pas partie. Ah ok, là c'est la sagesse, je crois qu'il se met à la disposition de son pays et puis il attend quand ils vont le juger et puis c'est tout. Ok. Mais souvent aussi il faut... Oui, d'après les dernières nouvelles, l'adjudant-chef Fousseini Diarra qui a été évacué à l'hôpital du Point G, ses parents pensent que vraiment ils n'ont plus confiance à ce qu'il soit traité au Mali. Ils réclament maintenant son évacuation à l'extérieur. Alors d'après vous, est-ce que le jugement ne va pas prendre un autre tournant avec cette donne? Oui, mais c'est clair. En réalité, aujourd'hui, les plus hautes autorités de la justice doivent prendre aussi leurs dispositions pour pouvoir quand même mettre. Et puis, vous savez, souvent, on a l'impression qu'on les oublie.
parce que personne n'en parle, ni même les médias, parce qu'on a d'autres préoccupations. On s'occupe de l'insécurité, on s'occupe des élections, on s'occupe d'autres choses. Alors c'est pourquoi eux, souvent, ils veulent se faire entendre pour dire qu'ils sont là. On ne parle pas d'eux. Il faut que leur dossier soit traité. Je crois que c'est bien. Et quand les parents de ce dernier demandent à ce qu'ils soient évacués, c'est bien dit. Moi, je crois que souvent, on n'a pas confiance nous-mêmes à nos médecins et ce qui se passe. Et quand je vous dis qu'il se passe autre chose aujourd'hui, personne n'a envie d'amener un membre de sa famille au niveau des hôpitaux parce qu'il n'y a pas les compétences requises pour faire face aux patients. Okay. Donc ça, c'est des problèmes. Bien, merci. Bruno Sebedji, alors, est-ce que vous avez appris quand même une nouvelle donne du début de la grève maintenant sur ce dossier? C'est un lobbying que les parents sont en train de faire et il semble que ce lobbying-là sensibilise certaines chancelleries. Donc les chancelleries à Bamako ne sont pas indifférentes. Si on peut appeler ça un effet, c'est peut-être ça. Mais j'observe que d'abord, quoi qu'on dise, le général Sanogo, c'est un ancien chef de l'État du Mali, même si c'est pour quelques jours. Donc il est probable qu'il ait un statut particulier dans cette détention. Il est plus que probable. Serge Daniel lui avait rendu visite au moment où il était à Sélingué, c'était dans une villa, un confort, il lit les journaux, à la télé, tout le monde n'a pas droit à cela. C'est d'ailleurs pourquoi on peut comprendre que lui ne participe pas à cette grève de la faim. J'observe aussi que dans la situation actuelle, l'État a tellement de priorités que ces détenus-là sont des détenus encombrants. On n'a pas peur des mots. Ils sont encombrants. Ils sont encombrants. Ils sont une patate chaude dans les mains de l'État. Comment faut-il gérer ça? La détention préventive a expiré, c'est vrai, mais voilà Sanogo qui avait promis, je ferai des déballages, je le cite, je ferai des déballages, j'aurai des choses à dire. Nous sommes dans un agenda électoral serré, un pays menacé de toutes parts par une crise sécuritaire, des terroristes, etc. Le pouvoir voudra bien juger, mais est-ce que c'est le moment? On est dans cet embarras-là. Je ne sais pas comment le ministère de la Justice va trancher cela. Quoi qu'on dise, l'indépendance de la justice, c'est un vœu pieux. Mais les chancelleries, selon ce que j'ai eu comme indiscrétion ce matin, sont en train de pousser, parce qu'en matière de la communauté internationale, respect des droits de l'homme, ils ont beau peut-être être impliqués, ils sont présumés innocents, mais il faut juger. Donc le pouvoir est dans ça. La patate nous brûle les mains, on est en train de réfléchir, je crois. Oui, mais Bruno, d'aucuns pensent qu'on est en train de juger des bérets verts. Est-ce que, selon votre vision, il est possible de prévoir d'éventuelles poursuites contre des bérets rouges? C'est pas exclu, parce que je crois il y a une voix officielle qui s'était élevée pour dire Kati ne fera pas peur à Bamako, et on sait que dans tout cela, il y a eu 2 phases. On en parlait même de contre-coup d'État, etc. C'est pas exclu, mais est-ce que tout est lié? Le pouvoir, ce procès, si procès il doit y avoir, on ne dira pas qu'il est politique, mais c'est un procès particulier, spécial. Donc tout dépendra aussi de l'avenir politique du pays qui pourra voir si on peut, tels crimes n'étant pas prescrits à moins de 10 ans, c'est plus de 10 ans. Donc tout est possible en fonction de la gouvernance qui viendra. Ok. Youba Konaté, une réaction? Oui, juste, il faut faire énormément attention. On n'est pas en train de juger le coup d'État ou le contre-coup d'État. On est en train de juger des individus qui avaient pris d'autres individus sur un champ de bataille, qu'ils ont exhibé à la télévision publique, tout le monde a vu, et que ces gens-là ont disparu. C'est ça, c'est le procès des gens, des individus qui ont été pris ligotés, prisonniers, qui ont disparu. Ce n'est pas. Question de savoir, est-ce qu'on peut envisager un procès contre les bérets rouges? Oui, puisqu'il n'y a pas eu de bérets verts prisonniers et ligotés. Non, ils n'ont pas dit. Non. Parce que si autrement, on n'est pas en train de faire le procès du coup d'État ou du contre-coup d'État. Non, c'est le procès des personnes. La présente affaire a toujours été appelée affaire des bérets rouges. Alors, est-ce que éventuellement il peut y avoir affaire des bérets verts? Je ne pense pas, d'autant plus qu'il n'y a pas eu des bérets rouges qui a été acteur qui a pris d'autres bérets, des bérets verts, prisonniers, ligotés, montrés, exhibés à la télévision. Non, ça n'a pas été le cas. Ok, la FIA Sinaba, rapidement, l'État est en train de nous coincer. Oui, rapidement, est-ce qu'on peut prévoir peut-être une affaire béret vert? Dans la mesure où on se rappelle que c'est
des militaires qui ont quitté Bamako pour aller agresser d'autres. Je pense que sur la base de cela, ça peut être l'objet aussi d'un autre procès. Mais je pense que dans le cas actuel, tel n'est pas le cas. Comme Yuba l'a dit, ce n'est pas le jugement du coup d'État ou du contre-coup d'État. Mais je pense que c'est aussi une éventualité parce que quelque part, il y a une action qui a été menée en amont. Peut-être entre-militaire, si c'est le tribunal militaire qui doit se statuer sur ça, on le verra dans l'avenir. Là, on va juger beaucoup de choses parce qu'entre-temps, il a fallu aussi le coup d'État de mars pour qu'il y ait le contre-coup d'État. Très bien. D'accord. Merci. C'est tout ce qu'on a pu quand même dire à propos des 3 sujets parmi l'actualité vraiment riche de la semaine avec nos invités Lafia Sinaba de l'Éveil Hebdo. Merci beaucoup. Yeya Tangina ORTM Tombouctou, merci. Bruno Sebedji, Mali Horizon, merci chers confrères. Yuba Konate, Zénith Balé, merci. Nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Ibrahim Aran Diallo, la mise en onde assurée par Gagne Kanté, la régie vidéo par Mohamedou Ouattara et Aliou Sidibé à la présentation. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.